Bonjour, je m'appelle Alexandra Galetti et je suis la dirigeante de Félix et Ludo, une agence de conseil en ludopédagogie que j'ai créée il y a maintenant presque 10 ans. Je vais vous expliquer ce qu'est la ludopédagogie et pourquoi le jeu dans le milieu professionnel, cela fonctionne. Je vous donnerai également des exemples concrets de mise en application de la ludopédagogie pour vous expliquer tout l'intérêt qu'il y a à l'utiliser. Lorsqu'on parle d'apprentissage par le jeu, on entend régulièrement parler de ces trois termes: ludopédagogie, serious game et gamification. Définir ces trois notions va vous permettre de bien comprendre les différentes utilisations possibles en entreprise, en interne auprès de vos salariés ou bien en externe auprès de vos clients. La ludopédagogie, on commence par cette définition. Donc, la pédagogie, c'est déjà toutes les méthodes et pratiques d'enseignement qui vont nous permettre de transmettre un savoir, un savoir-faire ou encore un savoir-être. La ludopédagogie, donc du coup, ça en découle directement, c'est une pédagogie qui va être basée sur le jeu. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une pédagogie dite active. Elle est basée sur l'apprenant qui va construire au fur et à mesure son savoir et qui va s'approprier personnellement les connaissances et les procédures issues du jeu. Il y a 6 caractéristiques du jeu. La liberté de jouer ou pas. Donc le jeu est une activité libre, on a le droit de ne pas jouer. Elle est séparée dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a vraiment un début de jeu, un début de partie et une fin. C'est une activité improductive, c'est-à-dire que rien n'est produit à la fin, sauf peut-être le plaisir de jouer. Elle est incertaine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va gagner à la fin ou qui va perdre. Elle est fictive et elle a des règles qui sont clairement définies, qui vont permettre aux joueurs justement de jouer. Un serious game, qu'est-ce que c'est? Alors en français, ça veut dire jeu sérieux. C'est une véritable technique de formation qui est basée sur l'apprentissage expérientiel. Le jeu va être une sorte de simulation de la réalité et la prise de décision des joueurs lors de la partie sera la plus proche possible de la prise de décision dans la vraie vie. On est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience et de la simulation. Après avoir joué, on pourra ainsi, lors d'un débriefing, faire le lien entre ce que le joueur a vécu pendant le jeu et ce qu'il a compris, appris et qu'il pourra mettre en pratique du coup dans la vraie vie. Du coup, qu'est-ce qui constitue un serious game? Il y a 3 éléments. Tout d'abord, le jeu doit contenir un objectif à atteindre. Comme ça, on sait s'il y a un gagnant ou un perdant à la fin. Ensuite, il va y avoir des moyens d'action, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer un dé, piocher une carte, répondre à des questions, et c'est ça qui va vraiment vous permettre d'agir dans le jeu. Et enfin, il y a des contraintes rigolotes, c'est-à-dire des choses qui vont venir un petit peu vous embêter pendant la partie, et du coup, il va falloir adapter votre stratégie de jeu pour pouvoir quand même à la fin gagner. La gamification, ce n'est pas une technique de formation, mais un élément d'aide qui va vous permettre de conserver l'attention et l'engagement des utilisateurs et de mettre en place des feedbacks, c'est-à-dire des retours d'expérience. C'est directement issu des jeux vidéo et très utilisé dans le digital. 3 exemples de techniques de gamification. On peut ajouter de la compétition individuelle avec un podium. On peut collecter des badges. Et on peut également avoir différents niveaux de difficulté avec, par exemple, je gagne 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles en fonction de mon niveau de jeu. Et donc, comment choisir entre serious game ou gamification? Eh bien, ça sera véritablement en fonction de vos objectifs et de votre cahier des charges. Les neurosciences, c'est l'ensemble des disciplines qui étudient le système nerveux et l'anatomie. Elles consistent à comprendre et à expliquer le fonctionnement du cerveau humain, plus particulièrement les neurosciences cognitives, dont les sujets majeurs sont directement en lien avec l'apprentissage. On y étudie l'attention, la perception, la prise de décision, le langage, la mémoire.
Il y a 4 piliers de l'apprentissage selon les neurosciences, c'est-à-dire 4 principaux facteurs de réussite dans l'apprentissage. Il y a l'attention, c'est-à-dire se concentrer pour amplifier. On va focaliser son attention sur un objet de pensée et ainsi, on est quelque part aveugle aux autres stimulations. On va être vraiment focus. Ensuite, il y a l'engagement actif. Pour bien apprendre, il faut être concentré et il faut surtout bouger et être attentif. Un organisme passif n'apprend pas. Ensuite, il y a le feedback. Le feedback, en français, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire des erreurs pour un peu tester ses connaissances et se dire, tiens, j'ai fait une erreur, j'ai besoin de recommencer à nouveau, par exemple, la partie pour bien comprendre mon erreur et apprendre quelque chose. Le dernier pilier, c'est la consolidation, c'est-à-dire que le fait de vous entraîner, le fait d'apprendre et de plus en plus faire preuve de répétition va vous permettre de devenir plus rapide. La tâche que vous allez réaliser, elle va devenir quasiment inconsciente et ainsi, vous allez libérer votre esprit pour apprendre autre chose. Et du coup, il y a une notion qui est très intéressante qui s'appelle le flow ou l'état mental d'expérience optimale. En fait, on dit aujourd'hui que les individus en état de flow sont si concentrés et engagés dans le jeu, voire dans l'action qu'ils sont en train de faire, qu'ils peuvent oublier les besoins les plus vitaux, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Et c'est vraiment cet état-là qu'on va aller chercher quand on utilise un jeu. Et pour ceux qui doutent sur le jeu, dites-vous que les bébés lions, ils apprennent à vivre et à survivre par le biais du jeu. Donc, on peut quand même dire que c'est une technique qui, a priori, fonctionne. Du coup, le jeu répond véritablement aux 4 facteurs de réussite de l'apprentissage identifiés par les neurosciences. Le jeu capte l'attention. On parle bien de se prendre au jeu. Pour jouer, il est nécessaire d'assimiler les règles, d'être à l'écoute, d'être actif pour prendre des décisions. Le jeu permet de se tromper et de recommencer jusqu'à réussir. Et enfin, le jeu permet de mémoriser plus facilement et plus longtemps dans le temps car on a expérimenté. Le parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs dans une entreprise est véritablement une étape très importante et l'intégration d'un jeu dans ce parcours peut vraiment vous aider à intégrer vos nouveaux collaborateurs. Quels sont les enjeux finalement de l'intégration aujourd'hui ? On sait que le coût de recrutement d'un nouveau salarié, il oscille en moyenne entre 3 000 et 10 000 euros. On estime que le coût d'un recrutement raté, c'est 3 fois plus. Et on sait aussi qu'un salarié sur 5 quitte l'entreprise au bout d'un mois. Ça veut dire aujourd'hui quoi ? C'est que la fidélisation d'un salarié est moins coûteuse que son recrutement. De ce fait, le onboarding, ou le parcours d'intégration, ça se situe véritablement dans la continuité du recrutement. Il en fait même complètement partie. Et un recrutement n'est réussi que si la personne a été bien intégrée et c'est quelque chose qui s'évalue au bout de 4 à 6 mois. Donc aujourd'hui, utiliser le jeu, ça peut vraiment permettre de créer un sentiment d'appartenance assez rapidement, notamment à l'heure de l'explosion du travail à distance qui se développe énormément dans les entreprises. Et là, un jeu qui fonctionne très très bien en ce moment, c'est les escape games. Pourquoi ? Parce que c'est collaboratif. Donc, un escape game, c'est en quelque sorte, donc vous êtes enfermé, on va dire, dans une salle, et vous allez avoir un temps défini. Vous allez devoir, en équipe, résoudre un certain nombre d'énigmes pour sortir de la pièce. Donc, c'est très proche finalement de la chasse au trésor ou de la murder party. Et l'avantage en fait de l'escape game, c'est que ça peut être complètement en présentiel, totalement en numérique. Et on peut également le déployer en mode hybride, c'est-à-dire que vous allez par exemple avoir vos joueurs à distance, vous allez leur envoyer en amont finalement de la partie des éléments physiques qui vont ouvrir chez eux derrière leur ordi et qui va leur permettre d'interagir également avec les autres joueurs qui seront en digital. Donc c'est vraiment un super outil aujourd'hui qui est très utilisé.
Et donc, pour construire un escape game, vous avez 3 éléments qui sont assez importants. Déjà, il va falloir construire une série d'énigmes à résoudre. Il faut que ça soit des énigmes variées qui peuvent faire appel à plein de talents différents et qui va plaire à un public du coup hétérogène. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, dans les énigmes, intégrer un contenu qui est en lien directement avec votre secteur d'activité, avec votre entreprise. Ça peut être du contenu historique, du contenu organisationnel, parce que de toute façon, c'est pour le parcours d'intégration des salariés. Ensuite, il y a la notion d'un temps de jeu chronométré, 1 heure max, parce que vraiment, au-delà, c'est pas possible. En termes d'attention, c'est pas bon. Et ensuite, il y a le côté scénario, pour une vraie immersion. N'hésitez pas à vraiment avoir du graphisme, avoir du design, avoir de la scénographie, des belles illustrations, du matériel qui donne envie vraiment d'ouvrir, de découvrir le jeu. C'est ça qui va être vraiment le garant d'un escape game réussi. Et dites-vous que le temps de jeu de votre escape game lors de votre parcours d'intégration, ça doit être vraiment le moment de partage et de rencontre. Si vous avez un contenu plus descendant à transmettre à vos nouveaux salariés, vous passez par le mail, vous passez par une application, mais là, profitez de ce temps de jeu pour que vraiment les gens se rencontrent et partagent. Comme le parcours d'intégration, les réunions sont un moment clé dans la vie de nombreux salariés d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est assez difficile d'animer une réunion parce qu'on a quand même plein de sources de distraction à portée de main. Ça peut être tout simplement son téléphone. Et donc, le jeu et aussi la gamification peut vraiment vous aider à animer une réunion et à rendre vos participants beaucoup plus actifs. Et c'est vrai qu'à l'heure du numérique, pas simple de garder l'attention. Il faut savoir qu'un cadre passe en moyenne 27 jours par an en réunion. Autant dire que c'est quand même beaucoup de temps et que il faut pouvoir lui donner pas mal d'outils pour qu'il participe à la réunion, il laisse son téléphone de côté, il laisse son ordinateur de côté. Et du coup, le jeu et la gamification, ce sont vraiment des outils qui permettent de capter l'attention et ce sont de très bons supports à intégrer dans vos réunions. Premier exemple, du coup, démarrez votre réunion avec un icebreaker ludique. Un icebreaker, en français, dans le texte, c'est un brise-glace. C'est-à-dire que c'est un petit temps qui va durer 5-10 minutes et qui va vous permettre, par exemple, qui va permettre aux gens de briser la glace. Ça peut être, on va briser la glace par un temps où tout le monde va être très mobile, pas du tout assis, on va jouer à certains jeux. Ça peut être un moment de présentation aussi individuelle où vous allez utiliser par exemple le jeu Dixit, qui sont des cartes très sympas à utiliser, qui vont permettre aux gens de se présenter un peu de manière différente. Vous pouvez utiliser des ballons, vous pouvez vraiment faire preuve de créativité, aller sur Internet, des icebreakers ou des brise-glaces, vous allez en trouver vraiment énormément. Mais en tout cas, ça va donner un petit élan au démarrage de votre réunion et ça va permettre finalement à vos participants d'être vraiment déjà dans la dynamique de la réunion. Et au cours de la réunion, vous allez aussi pouvoir utiliser des outils ludiques, notamment numériques, très participatifs pour travailler. Donc là, je vous ai mis les exemples de Klaxoon, de Kahoot. Là, l'idée, même des simples post-it, ça va être toujours de bouger, de travailler autrement et surtout de laisser tomber son ordinateur et son téléphone pour inscrire, par exemple, des idées sur un post-it qu'on va pouvoir s'échanger et améliorer au fur et à mesure. Moi, je vous invite vraiment à regarder sur Internet, à faire vos recherches. Il y a plein d'outils à disposition qui sont vraiment très, très pertinents. Et du coup, pour qu'une réunion soit captivante, vous allez avoir besoin de, selon moi, 3 éléments. De l'action et de la mobilité. Moi, j'aime beaucoup que les gens se lèvent. On oublie on oublie PowerPoint où on est tous assis à écouter un animateur. Non, mettez-les vraiment en action et en mobilité. Temps de réunion court. J'aime beaucoup les temps de réunion de 30 minutes, 45 minutes avec un objectif précis et un temps très limité pour que vraiment on soit dans l'action et dans la réflexion. Et n'oubliez pas, c'est l'alternance des supports utilisés qui permettent de garder l'attention. Si vous êtes que sur du PowerPoint, ça va être ennuyant. Si vous êtes que sur du jeu, pareil, ça va être ennuyant. Essayez d'avoir plusieurs petits outils
Et vous allez voir tout de suite, ça va complètement changer la dynamique de votre réunion. Donc, c'est de la préparation. Une bonne réunion, c'est un temps de préparation pour l'animateur. Et voilà, et les participants, en conclusion de votre réunion, ils doivent être actifs pour rester attentifs et engagés. C'est vraiment la clé d'une réunion réussie. Un jeu ou un serious game, ça peut vraiment également vous aider à former sur un sujet technique. On n'est pas forcément uniquement dans le fun et dans le ludique. Et l'avantage d'un jeu, ça répond directement à un enjeu, c'est d'ancrer vraiment dans le temps tout le contenu et tout le savoir qu'on va voir pendant une formation. Aujourd'hui, quand on fait une formation, on parle très souvent du temps de mémoire, du temps de mémorisation. Et finalement, si vous avez une formation qui est très descendante, une semaine après la formation, vous aurez totalement oublié ce que vous aurez vu, notamment si vous ne l'avez pas mis en pratique. Utiliser le jeu, c'est mettre en pratique. Donc, c'est un super atout pour former sur un sujet technique. Et je vais vous présenter 2 exemples à ce niveau-là. Premier exemple, Environnement et chantier, qui est un jeu dont l'objectif est de former des ingénieurs BTP à la protection de l'environnement. Et dans le jeu, on va avoir un plateau de jeu avec un chantier qu'on va pouvoir faire évoluer avec des cartes, avec des pions, avec plein de petits matériels. Et au fur et à mesure de la partie, les ingénieurs qui jouent, on va leur poser des questions justement sur un peu des dilemmes où ils doivent choisir entre une réponse A, une réponse B et finalement avoir un impact écologique sur le plateau de jeu. Donc là, les questions qui vont se poser, ils vont être directement en lien avec les questions qui vont se poser sur un vrai chantier. On est vraiment dans l'expérimentation. Autre exemple, Kipal, qui est un jeu sur les soins palliatifs qui a été déployé auprès de personnel hospitalier partout en France. À partir de la situation véritable d'un patient, en fait, la situation du patient, sa maladie va s'accélérer, sa situation, elle va vraiment pas du tout s'améliorer, et les joueurs vont devoir prendre des décisions pour le soigner et pour le prendre vraiment, faire une prise en charge palliative. Et dans ce jeu, le patient peut mourir, clairement, parce qu'on prend une mauvaise décision. Et c'est ça aussi qui est génial avec un jeu, c'est que vous allez pouvoir expérimenter des choses, vous tromper, c'est pas grave. Le patient, il peut mourir, mais c'est pas important parce qu'on peut revenir au démarrage de la partie, refaire une partie et essayer de prendre des meilleures décisions. Et du coup, pour créer un serious game sur un sujet technique, il vous faut 3 choses. Déjà, vous avez un temps de collecte, de tri et de priorisation du contenu. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre jeu pour que les joueurs puissent apprendre et retenir? Ensuite, vous avez toute la partie de prototypage qui est hyper importante pour voir si votre mécanisme il fonctionne et si vraiment pour l'améliorer au fur et à mesure et que finalement votre mécanisme de jeu soit prêt à la production. Et ensuite, vous avez forcément le design qui est toujours très impactant et qui doit être très accessible. Le jeu de formation ne doit pas faire peur. On ne doit pas se dire « Ouh là là, mais c'est un jeu, je ne me sens pas à l'aise dessus ». Il faut vraiment donner confiance à vos apprenants et à vos joueurs. Et du coup, le véritable intérêt du jeu est de créer un espace d'expérimentation sécurisé. C'est pas vrai, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est faux. On va pouvoir tester des choses et si on a un patient qui meurt, c'est pas grave, on revient à zéro et on recommence et on apprend. Il est également possible d'utiliser la gamification pour communiquer et vendre. Et vraiment là, on parle de gamification plus que de serious game. Alors, à quels enjeux cela peut répondre? Pour votre entreprise, c'est développer la visibilité de votre marque et son attractivité. C'est-à-dire que plus vous allez être visible de manière en plus assez sympathique grâce au jeu et à la gamification, plus vous allez attirer des clients, plus vous allez interagir aussi avec eux et finalement créer une communauté de personnes qui va vous suivre, qui va suivre votre marque et qui va être finalement contente d'interagir avec vous et peut-être de gagner des choses et qui va avoir envie en fait d'acheter plus. Un exemple qui est
pour moi, le meilleur exemple de gamification que je connaisse, c'est la marque Nike qui a créé son application en 2006, donc ça commence vraiment quand même un petit peu à dater. Et en fait, ils ont fait une application de running qui leur a permis en fait de créer une communauté autour de leur marque et véritablement de la faire vivre. Parce que cette application-là, finalement, elle va vous permettre d'interagir avec, par exemple, d'autres amis qui font aussi des courses. Vous allez avoir des challenges, vous allez avoir des fois, par exemple, ça va vous permettre de suivre aussi un parcours et de vous améliorer, de collecter des badges. Et c'est vraiment ça, en fait, qui va donner aux gens de plus en plus l'envie de l'utiliser parce qu'en plus, vous allez avoir l'accès à des programmes de running gratuits. Et puis, à un moment donné, quand vous utilisez l'application Nike pour courir, si vous avez envie d'acheter une nouvelle paire de baskets, il est quand même très, très probable que vous achetiez une paire de Nike. Donc là, on est vraiment sur un exemple de gamification, d'une proposition de gamification qui va permettre demain d'encore plus vendre et de développer du coup son chiffre d'affaires. Et que faut-il pour gamifier, par exemple, votre site internet, votre application? Ça peut être aussi gamifier, par exemple, votre Instagram ou des choses comme ça. Vous avez toujours pareil besoin de 3 éléments. Déjà, il va falloir connaître le profil de vos utilisateurs. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec les réseaux sociaux? Quel âge ils ont? Est-ce que c'est plutôt un profil par exemple, de compétiteurs, de gens qui aiment le challenge? Donc là, vraiment, prenez le temps de découvrir vos utilisateurs, vos clients, pour savoir ce qui peut leur plaire. Quels sont leurs leviers de motivation? On n'est pas tous motivés par la même chose. Il va y avoir des gens qui vont adorer la compète, donc eux, ils vont avoir envie de challenge, de podium, d'arriver le premier. Il y en a d'autres, c'est plus l'interaction sociale qu'ils vont aimer, c'est-à-dire de se dire, tiens, moi je fais une course, j'ai un ami qui fait la même course, et on va regarder, est-ce qu'on fait le même temps, ou on va peut-être même faire la course ensemble et voir un peu comment évoluent nos stats respectives. Et voilà, le levier de motivation, pareil, c'est hyper important pour vraiment bien cibler la gamification que vous allez pouvoir mettre en place. Et qui dit levier de motivation dit système de récompense. En fait, la gamification, c'est récompenser. Et la récompense, elle peut être vraiment de plein de manières différentes. Vous allez peut-être mettre en place un système de fidélité où on va gagner des points. Et puis, quand on va gagner des points grâce à des petites actions, des petits challenges, ça va nous permettre peut-être d'avoir des bons d'achat, d'avoir un certain pourcentage sur son produit préféré, voire une paire de baskets gratuites si c'est le cas de Nike. Je ne sais pas s'ils le font, mais ça serait une bonne idée. Et du coup, voilà, le système de récompense, c'est vraiment ça qui va permettre de créer de l'engagement et l'envie en fait de vos utilisateurs à revenir sur votre appli et à continuer finalement à interagir avec vous. Et du coup, la gamification, c'est vraiment pour vous le moyen, enfin pour votre marque, le moyen d'acquérir, de donner envie, de rejoindre la communauté, d'engager et de fidéliser votre communauté dans le temps grâce notamment à un système de récompense pertinent. La question maintenant, c'est de savoir combien ça coûte et combien de temps ça prend à produire un serious game ou d'intégrer de la gamification, par exemple, dans son appli. Il faut savoir que ça prend quand même pas mal de temps et c'est aussi un certain budget. Il y a 4 enveloppes budgétaires que vous devez anticiper avant de vous lancer dans un projet de gamification ou de serious game. Il y a déjà, la première enveloppe, c'est le game design, c'est-à-dire que quand on conçoit par exemple un serious game, on a toute la partie travail sur le contenu, on a tout le travail de prototypage qui prend quand même un certain temps. Plus votre contenu va être complexe, plus votre mécanisme de jeu va être complexe, et mine de rien, plus ça va prendre du temps et donc plus forcément ça va coûter de l'argent. Pareil, le graphisme, on l'a vu, c'est vraiment important pour avoir de l'immersion, pour vraiment que les joueurs soient pris au jeu, ils aient envie de continuer, d'ouvrir la boîte de jeu ou vraiment de jouer au jeu que vous leur proposez. Et du coup, le graphisme, ça va souvent en plus avec la scénarisation de votre jeu. Le graphisme, c'est quelque chose qui prend du temps.
notamment quand on veut un graphisme très élaboré, des illustrations très élaborées. Donc c'est vraiment une deuxième enveloppe qui est également très importante. Ensuite, il y a la production. Et là, la production, eh ben, on peut avoir une production d'un jeu physique, c'est-à-dire on va imprimer une boîte, on va imprimer un plateau de jeu. Et là, bah, plus vous allez avoir d'exemplaires, plus votre coût unitaire il va réduire, mais plus le montant global va quand même être élevé. Et pareil, dans la production, si vous êtes plutôt sur du numérique, souvent on me dit ouais, mais le digital, ça coûte moins cher. Faux, parce que le développement technique, faire appel à un développeur, ça a aussi quand même un certain coût. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le déploiement de votre jeu. À un moment donné, si vous faites par exemple un jeu de formation ou un parcours d'intégration basé sur un jeu, il va falloir le développer. C'est-à-dire que vous allez avoir des animateurs qui vont être là pour animer des temps de jeu. Pareil, eux, il faut les payer. Même s'ils sont en interne chez vous, il y a un coût humain du coup à anticiper. Donc, combien ça coûte un jeu ou la gamification? Moi, souvent, le budget que je donne, c'est à peu près entre 5 000 et 50 000 euros, sachant que ça peut être vraiment beaucoup plus important que ça si vous entrez dans vraiment un jeu vidéo, de la gamification très élaborée avec de la grosse illustration. On peut vraiment, mais même atteindre 300 000 euros. Donc, mon conseil, c'est vraiment prenez le temps de faire un super cahier des charges très précis sur vos objectifs, sur votre besoin, parce que voilà, c'est quand même un certain budget. Et pareil, sur le temps, ben, forcément, la complexité, elle est directement en lien avec le temps que vous allez mettre sur ce projet-là. Selon moi, il faut compter à peu près entre 2 et 12 mois. Ça peut monter à 18 mois, hein, clairement, pour un jeu très élaboré. Mais voilà, donc on voit que le temps, ça prend du temps, c'est quand même un certain budget. Donc c'est vrai que prenez le temps de faire un super cahier des charges. Parce que du coup, créer un jeu pour son business, pour sa formation en interne ou gamifier pour son business, c'est vraiment un investissement en temps et en argent. Donc pensez super cahier des charges au démarrage et du coup, vous piloterez bien votre projet. Et donc, en conclusion, si vous souhaitez vous lancer dans un projet de ludopédagogie, de serious game, de gamification, il y a vraiment des étapes qui sont importantes, c'est-à-dire définissez bien en amont votre stratégie, quels sont vos objectifs très précisément, ce qui vous permettra de construire un vrai cahier des charges qui sera pertinent et qui vous permettra véritablement de savoir déjà ce dont vous avez besoin et surtout de piloter votre projet, de piloter votre budget. C'est vraiment le démarrage du projet en ludopédagogie qui va vous permettre voilà, d'avoir à la fin un outil qui vous convient et qui soit vraiment adapté à vos utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes à votre entreprise. Et il faut vous dire que le jeu, bah voilà, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. Donc la notion de fun, de ludique et de plaisir, on l'a véritablement. Et voilà, et c'est vraiment un outil qui cartonne et qui fonctionne très très bien.